Dans les couloirs oppressants de la Columbia Correctional Institution, le silence règne en maître. La lumière, crue des néons, tranche les ombres. Chaque pas est un écho retenu, chaque souffle un murmure qui s'estompe. Jeffrey Dahmer avance presque détaché, comme un homme qui semble accepter sa place dans ce décor de fer et de béton où chaque regard invisible pèse lourd de jugement. Peut-être sait-il qu'ici, entre ces murs sans fin, il affronte une toute autre justice, celle qui échappe aux tribunaux, celle qui n'a pas besoin de barreaux. Ce matin-là, Dahmer est assigné aux tâches habituelles avec 2 autres détenus. L'un d'eux, Christopher Scarver, reste en retrait, observant Dahmer d'un regard qu'on peut sentir presque brûlant, pesant, chargé d'une rage profonde, quasi obsessionnel. Scarver, imposant et déterminé, le guette, le juge, attendant son moment, comme un prédateur patiemment tapi dans l'ombre, l'esprit marqué par ce qu'il appelle sa propre rédemption. Puis sans crier gare, le silence se brise. Scarver, en un éclair, se rue sur Dahmer. Le bruit sourd de l'impact résonne dans le couloir désert et en quelques instants, ce passage silencieux se transforme en un théâtre de vengeance. Et dans ce geste anodin, presque banal, sans avertissement, sans témoin, la vie quitte le corps de Dahmer lentement. Aujourd'hui, je traverse le cas particulièrement connu et malheureusement souvent mal cité ou mal compris de Jeffrey Dahmer, un tueur en série hautement dangereux qui a frappé à 17 reprises au cours des années 80, dans l'État du Wisconsin, en sa ville la plus populeuse de Milwaukee. C'est d'ailleurs pour ça qu'on lui a donné le surnom du cannibale de Milwaukee. Sans plus attendre, lance-toi avec moi dans l'analyse de Jeffrey Dahmer. Bon épisode. Trigger warning, traumavertissement. Ce podcast traite de sujets particulièrement difficiles ou sensibles. Il ne convient pas aux enfants et l'écoute reste à l'entière discrétion de l'auditrice ou de l'auditeur. En tant que psychologue, je tiens à rendre hommage aux victimes et à leurs proches. C'est pour elles que je fais ce podcast. J'ai à cœur d'offrir une analyse pointue, respectueuse et rigoureuse, basée sur de solides études scientifiques dont la liste intégrale est disponible au www.psychocrimepodcast.com. L'objectif est de comprendre les dynamiques psychologiques derrière ces comportements sans jamais excuser les actes criminels. Mes hypothèses sont basées sur les données actuelles, mais ne remplacent pas un diagnostic officiel. Si tu apprécies le podcast, merci de partager, de commenter, t'abonner ou laisser un avis. Bonne écoute! Ma passion, les casse-têtes. Mais mon préféré de tous, c'est le mystère irrésolu du cerveau humain. Plonge avec moi dans une analyse pointue, rigoureuse et scientifique des esprits les plus torturés. Je suis Dr Véro Ménard, psychologue. Bienvenue au Psychocrime Podcast. Segment Histoire de vie 0-5 ans. Dans la pénombre qui précède sa venue au monde, le destin de Jeffrey Lionel Dahmer se tissait déjà de fils sombres et distordus. Sa mère, Joyce, prisonnière d'un esprit fragmenté par ce qu'on soupçonnera plus tard comme étant un trouble de la personnalité limite, dansait sur le fil ténu entre la rage et le désespoir.
Son ventre, qui portait la promesse d'une nouvelle vie, était chaque jour abreuvé d'un cocktail particulièrement chimique. Somnifère, sédatif, antipsychotique, anticonvulsivant. Une potion amère censée exorciser ses démons intérieurs. Dans cette antichambre de l'existence, Dahmer baignait déjà dans les eaux troubles des menaces maternelles. Partir, mourir, s'évaporer dans le néant. De son côté, Lionel Dahmer, tel un fantôme paternel, errait en périphérie de ce drame, spectateur impuissant d'une symphonie discordante où les cris alternaient avec des silences assourdissants. La demeure des Dahmer était devenue un théâtre d'ombre où se jouait, acte après acte, le prologue d'une tragédie à venir. Le 21 mai 1960, Jeffrey émerge dans un monde déjà vicié par les vapeurs toxiques de l'anxiété et de la fureur. Ses premiers gémissements se mêlent aux tempêtes émotionnelles de Joyce, créant une cacophonie où la tendresse n'avait pas sa place. L'univers du nourrisson se construit alors comme une forteresse inversée. Au lieu de le protéger, ses murs suintent d'une violence latente. Ses fondations tremblent sous les secousses des disputes parentales. Joyce, naufragée de ses propres abysses, ne peut qu'offrir que les miettes d'un amour maternel malmené par ses propres tourments, tantôt présente et enragée, tantôt complètement absente, prise dans une dissociation où il était impossible de lui accéder. Lionel, quant à lui, s'évanouissait dans les brumes de son travail, laissant son fils voguer seul sur les eaux glacées de l'abandon. À 4 ans, la chair même de Jeffrey est marquée par le sceau de la souffrance. Une opération pour soigner l'enfant d'une hernie inguinale, apparemment banale, se métamorphose finalement en descente aux enfers pour le jeune garçon. Cette blessure physique, plus qu'une simple cicatrice sur un corps, devient alors une entaille dans son psychisme. Une fissure supplémentaire dans un édifice psychologique déjà fragile. Ce traumatisme médical, tel un grain de sable dans une huître malade, se transforme lentement en une perle noire d'obsession. Segment Histoire de vie, 5 à 10 ans. À l'âge où les enfants commencent à tisser leurs premiers liens avec le monde extérieur, Jeffrey, lui, explore l'art du repli. Dès ses 5 ans, il apprend à se refermer sur lui-même, un peu comme une fleur qui se ferme au lever du jour. Dans cette maison, théâtre silencieux de tensions parentales, les paroles de Joyce, souvent marquées par des menaces de départ, planent dans l'air comme un écho lointain, imprégnant chaque recoin de leur quotidien. Jeffrey trouve alors refuge dans un silence, un espace qu'il façonne pour échapper aux tourments de l'instabilité ambiante. Son père, complètement absorbé par le travail et les études, s'investit intensément dans ces domaines qui deviennent alors une échappatoire, une façon de composer avec un foyer devenu plutôt oppressant. Pendant ce temps, chaque parent est aux prises avec ses propres souffrances et problèmes et personne ne tisse de liens solides avec l'enfant qui en a pourtant alors cruellement besoin. Tel un alchimiste involontaire, le jeune garçon transforme l'anxiété en un mutisme de plomb. Il devient l'archiviste silencieux d'une chronique familiale tragique, absorbant comme une éponge sombre les vibrations toxiques d'un amour qui se décompose sous ses yeux. Avait-il un jour seulement existé, cet amour? Personne ne saurait le dire. À 8 ans, l'innocence déjà fragile de Jeffrey est brutalement brisée par l'indicible. Un voisin, tel un voleur d'âme, est reporté comme ayant commis l'irréparable, soit des abus sexuels sur le jeune garçon.
Ce traumatisme enterré dans les catacombes de son esprit, jamais exhumé par les mots, vient ajouter une nouvelle couche à la stratification complexe de ses souffrances. Ce secret, tel un parasite invisible, se nourrit de son silence, creusant toujours plus profond les galeries de son isolement. C'est dans ces années cruciales que Jeffrey commence à développer une relation particulière avec la mort. Les ossements d'animaux deviennent ses premiers trésors, des espèces de reliques d'un monde qu'il peut enfin, un tant soit peu, contrôler. Une fascination macabre s'épanouit comme une fleur vénéneuse dans un jardin désolé de l'enfance. Les carcasses et les squelettes qu'il collectionne avec une minutie plutôt inquiétante deviennent alors les pièces d'un musée personnel, une espèce de cabinet des curiosités où la mort se laisse apprivoiser. Dans ce catalogue morbide, le jeune Dahmer trouve peut-être un semblant d'ordre, une façon de donner forme au chaos qui règne dans son univers intérieur. Cette obsession naissante pour l'anatomie morte devient alors sa boussole dans un monde qu'il ne comprend plus, ou plutôt qu'il n'a jamais compris. Un monde où la décomposition familiale trouve écho dans la décomposition physique de ses trésors. C'est sa façon unique de reprendre le contrôle, de devenir le maître d'un royaume où la mort, comme seul partenaire sordide, suit des règles prévisibles. Segment développement, 10 à 15 ans. Alors qu'il entre tout juste dans l'arène impitoyable de l'adolescence, Jeffrey Dahmer devient l'ombre de lui-même, une silhouette floue errant dans les couloirs de sa propre solitude. Les murs du collège, puis ceux du lycée, se dressent comme les parois d'un labyrinthe où il est le seul à ne pas trouver l'issue. Dans la cour d'école, les autres adolescents, les autres jeunes l'évitent instinctivement, comme si son étrangeté était une maladie contagieuse, érigeant un mur invisible que personne ne cherche à franchir, pas même ses proches. Le foyer familial, loin d'être un havre de paix, continue sa lente implosion. Les cris de Joyce résonnent toujours, mais désormais, ils se mêlent au silence de plus en plus assourdissant de Lionel, créant une symphonie discordante où Jeffrey n'est qu'une note dissonante, perdue dans la cacophonie du désespoir de chacun des acteurs de ce sombre théâtre. La maison elle-même semble respirer la détresse, ses murs suintant d'une mélancolie toxique que seul l'alcool pourrait peut-être parvenir à diluer. Segment développement, 15 à 18 ans. C'est vers l'âge de 15 ans que la bouteille devient la confidente la plus fidèle de Jeffrey Dahmer. L'alcool, tel un amant perfide, lui promet l'oubli, tout en creusant plus profond les galeries de sa solitude. Chaque gorgée devient une tentative d'anesthésier une douleur qui, paradoxalement, ne fait que s'amplifier dans les vapeurs de l'ivresse. L'alcool devient son rituel quotidien, une espèce de communion profane avec ses démons intérieurs. Sa fascination pour la mort, loin de s'estomper, se métamorphose en une obsession plus sophistiquée, plus dangereuse. Les carcasses d'animaux ne sont plus de simples curiosités, mais les pièces d'un puzzle macabre qui s'assemblent lentement dans le secret de son esprit. Chaque ossement découvert, chaque cadavre animal examiné devient une page de son grimoire personnel, un manuel d'anatomie de la destruction qu'il étudie avec une ferveur quasi religieuse. Dans les méandres de son adolescence tardive, ses fantasmes prennent une tournure plus sombre encore. Il avouera lui-même plus tard être en proie à une addiction au contrôle qui lentement mais sûrement devient son obsession. Une déesse noire à laquelle il voue
un culte silencieux. Dans sa chambre, temple de sa solitude, il orchestre les scénarios de domination toujours de plus en plus élaborés, comme une espèce de marionnettiste répétant un spectacle qui n'aurait jamais dû voir le jour. Segment Histoire de vie, 18-25 ans. L'impuissance totale qu'il ressent face au monde se transforme lentement en un désir profond de toute puissance, une soif de contrôle absolu qui ne pourrait être étanchée que par des actes dont personne encore ne soupçonne la nature. Jeffrey Dahmer, à l'aube de sa vie adulte, est devenu le gardien d'un royaume des ténèbres intérieures, où la frontière entre fantasme et réalité s'estompe, dangereusement, dans les vapeurs de l'alcool et de la solitude. Pour comble de torture, dans la chambre des esseulés, Dahmer voit sa mère et son père quitter tous les deux le nid familial pour entamer chacun une nouvelle vie indépendante. Néanmoins, personne ne se soucie de laisser derrière une jeune âme plongée dans une souffrance torturante, et ainsi les parents de Jeffrey l'abandonnent seul à son sordide sort, sans même se soucier de se retourner sur leur départ. À 18 ans, seul et meurtri, Jeffrey Dahmer franchit le Rubicon de l'horreur. Stephen Hicks, tel un agneau sacrificiel sur l'autel de ses obsessions, devient alors la première offrande à ses démons intérieurs. Ce premier meurtre est comme une clé tournant dans une serrure rouillée, ouvrant une porte vers des abysses dont nul ne soupçonnait la profondeur. Dans cet acte de domination ultime, Dahmer goûte à un pouvoir enivrant, plus puissant, plus addictif que l'alcool qui coule dans ses veines. Le jeune homme qu'il est devenu à 20 ans n'est plus qu'une coquille vide, un vaisseau fantôme voguant sur les mers de l'alcool et des fantasmes mortifères. Son isolement n'est plus une simple condition sociale, mais une forteresse qu'il a lui-même construite pierre par pierre, faute d'autres matériaux à sa disposition. Dans ce château de la solitude, ses obsessions grandissent comme des plantes vénéneuses, leurs racines s'enfonçant toujours plus profond dans le terreau fertile du désespoir. Malgré ses tentations insoutenables et le goût du meurtre auquel il a déjà goûté, Dahmer s'empêche de toutes ses forces de commettre à nouveau l'irréparable. Il parvient ainsi à tenir ses démons intérieurs enchaînés sans commettre l'horreur pendant plus de 10 ans. Mais les années qui suivent sont comme une valse macabre où Dahmer danse entre normalité apparente et monstruosité cachée. Le jour, il est l'employé discret, l'ombre qui se glisse entre les rayons des lumières de la société. La nuit, ses fantasmes prennent vie dans une symphonie d'horreur, transformant son appartement en un théâtre de l'indicible. Chaque nouvelle victime étant une note de plus sur sa partition sanglante, chaque acte de possession totale un verset de son évangile noir. Arrestation et confession. Le 22 juillet 1991, le rideau tombe brutalement sur ce spectacle d'horreur. Tracy Edwards parvient de peine et de misère à fuir le labyrinthe du cauchemar qui est devenu l'appartement 213. Ce soir-là, les forces de l'ordre viennent pour arrêter Jeffrey Dahmer. Mais il ne découvre pas simplement une scène de crime. Il pénètre littéralement dans un musée des atrocités, une galerie où la mort elle-même semble avoir élu domicile. Les photographies, figées dans leur terrible vérité, les crânes transformés en reliques profanes, les morceaux de chair conservés comme des trésors maudits. Tout témoigne d'une folie méthodique, d'une horreur
orchestrée avec une précision d'horloger. Face à ses juges, Dahmer se fait chroniqueur de sa propre monstruosité. Sa voix, monocorde comme le tic-tac d'une horloge mortuaire, égrène les détails de ses crimes avec une précision chirurgicale. Et ainsi, sans remords ni fierté, il avoue le meurtre sordide de 17 jeunes hommes. Pas de culpabilité, pas de regret. Seulement un vide vertigineux, l'abysse d'une âme qui a depuis longtemps perdu contact avec l'humanité. Emprisonnement et mort en captivité. L'épilogue de cette tragédie moderne se joue dans les couloirs froids du centre correctionnel de Columbia. Condamné à 15 peines de perpétuité, comme si une seule vie ne suffisait pas à expier ses crimes, Dahmer devient un fantôme de plus parmi les fantômes. Dans ce purgatoire de béton, il semble parfois porter sa captivité comme une espèce de pénitence volontaire, un châtiment qu'il accueille presque avec soulagement. Le 28 novembre 1994, la justice des hommes cède la place à une justice plus primitive. Dans les douches de la prison transformée en arène antique, Christopher Scarver devient l'instrument d'une vengeance cosmique. La barre de métal qui s'abat sur le crâne de Dahmer résonne comme le point final d'une histoire qui n'aurait jamais dû être écrite. Jeffrey Dahmer, l'enfant brisé, devenu monstre. Le monstre redevenu homme dans sa mort, s'éteint ainsi à 34 ans, laissant derrière lui un héritage de ténèbres et une question sans réponse. Comment un être humain peut-il en venir à perpétrer autant d'horreurs à lui seul? Avant de poursuivre avec mon segment d'analyse psychologique des traumatismes et des violences, j'aimerais prendre une minute de recueillement pour les victimes et leurs proches. Stephen Hicks, 18 ans. Stephen Tuomi, 25 ans. James Dockstader, 14 ans. Richard Guerrero, 22 ans. Anthony Sears, 24 ans. Raymond Smith, 32 ans. Edward Smith, 27 ans. Ernest Miller, 22 ans. David C. Thomas, 22 ans. Curtis Strother, 17 ans. Errol Lindsay, 19 ans. Tony Hughes, 31 ans. Conorak Sintasomphony, 14 ans. Matt Turner, 20 ans. Jeremiah Weinberger, 23 ans. Oliver Lacey, 23 ans. Joseph Bradoft, 25 ans. Segment traumatisme et violence. Parlons maintenant d'analyse psychologique et commençons d'abord avec les fondations, un environnement troublé dès sa conception. Bien avant la naissance de Jeffrey Dahmer, son avenir semble déjà marqué par un contexte de stress psychologique intense et de dysfonctionnement familial. Sa mère, Joyce Dahmer, souffre possiblement d'un trouble de la personnalité borderline ou TPL, marqué par des crises de colère complètement imprévisibles et démesurées, des menaces de suicide et une dépendance lourde à divers médicaments, y compris des sédatifs, des antipsychotiques, des anticonvulsivants et des somnifères. Une grossesse hypothéquée par autant de facteurs tératogènes est à fort risque. La littérature clinique sur le développement prénatal et les effets du stress maternel démontre que l'exposition fœtale à des agents pharmacologiques influence négativement le développement neuronal du fœtus, présentant ainsi de possibles répercussions à long terme sur les mécanismes, par exemple, d'attachement,
l'autorégulation des émotions et la résilience au stress. Plusieurs études ont porté sur ça, dont celle de Perry en 1996 et celle d'Hubert en 2010. En particulier, des doses élevées de barbituriques et d'antipsychotiques sont associées à des troubles de l'attention, des troubles de la régulation émotionnelle et de traitement de l'information sociale. Ça fait en sorte que le risque est fortement augmenté de développer des comportements impulsifs et même des traits ou un profil antisocial. Je vais d'ailleurs en reparler plus en profondeur au cours du segment neurosciences. Dans des études récentes, d'ailleurs, il a été démontré que le stress prénatal induit également une sensibilité accrue aux expériences de rejet et de négligence. Une étude de Karima en 2022 a parlé de ça et c'est super intéressant. Ça a démontré que ça complique l'établissement d'un attachement sécure après la naissance du fœtus. Dès son entrée dans le monde, Jeffrey Dahmer est déjà confronté à une grande insécurité affective et à une fragilité cognitive exacerbée, qui se cristallise en une vulnérabilité extrême face aux conflits familiaux violents auxquels il sera ensuite constamment exposé. Parlons également de l'instabilité psychologique de la mère. Dès ses premières années de vie, Jeffrey est exposé à un environnement de violence psychologique intense, ainsi qu'à des crises émotionnelles imprévisibles. Joyce, sa mère, alterne entre des explosions de colère et des phases de dépression profonde, où elle entre dans des périodes de catatonie. Donc, elle arrête de parler, elle n'est plus du tout disponible pour l'enfant. Elle lance d'ailleurs fréquemment, lors des disputes, des menaces de suicide ou d'abandon. Et ces crises viennent créer une atmosphère de terreur constante dans le foyer des Dahmer. L'impact de ce type de climat familial est particulièrement dévastateur pour un tout jeune enfant. La littérature scientifique démontre que les enfants qui sont exposés à des parents instables, particulièrement dans un contexte de troubles mentaux qui ne sont pas pris en charge et où il n'y a ni cadre ni règles pour les parents comme pour les enfants, développent des réponses de peur et d'angoisse accentuées. Ces enfants, Perry nous en parle dans son étude en 1996, ne trouvant aucune stabilité émotionnelle chez leurs parents, vivent alors une grande insécurité, une espèce de stress chronique qui devient pour eux comme une espèce de condition permanente, de condition de base. Depuis longtemps, depuis de nombreuses années, les études sur l'attachement ont démontré que le stress chronique et les émotions contradictoires chez un parent déstabilisent fortement l'enfant. Je pense aux études de Ainsworth, de Bowlby dans les années 80, où on a parlé que les enfants de parents souffrant de troubles de la personnalité sévères et qui ne sont pas pris en charge présentent des tendances accrues à adopter des comportements antisociaux et à avoir des difficultés, des problèmes de régulation émotionnelle parce qu'ils n'ont jamais eu de modèle de régulation émotionnelle sain. Pour Jeffrey, cette situation se traduit par une vision du monde qui est marquée par la méfiance, le manque de sécurité et une colère sous-jacente qui grandit sans cesse et qui n'est jamais ni adressée ni prise en charge. En outre, les disputes entre Joyce et Lionel Dahmer atteignent souvent un niveau de violence verbale intense, avec des accusations et des insultes des deux côtés. Il faut savoir que ce niveau de dispute et de violence verbale représente clairement la violence psychologique pour l'enfant et possiblement même un traumatisme relationnel important. Rappelons que ce même traumatisme est répété chaque jour, sans résolution harmonieuse. Le chaos émotionnel qui en résulte plonge Jeffrey dans une atmosphère de peur constante, et ça sans possibilité de trouver refuge émotionnel ni d'obtenir le soutien d'un parent stable. Le cycle de la colère et du désespoir auquel il est constamment exposé
va venir affecter sa capacité à construire une vision stable et sécure du monde et accentuer ainsi un sentiment d'injustice, mais surtout d'abandon. Il y a des études qui se sont intéressées spécifiquement à Jeffrey Dahmer. Je pense à celle de Kruger en 2009 et celle de Yardley en 2017. Et toutes les études convergent vers cette conclusion-là par rapport au traumatisme vécu durant son enfance. Parlons de l'abandon paternel et de la distanciation. Donc, l'absence de Lionel Dahmer dans les premières années de vie de Jeffrey se révèle aussi, probablement, fort destructrice, parce qu'elle prive Jeffrey de toute figure masculine stable ou saine. Lionel est souvent éloigné de la maison pour son travail, pour ses études, et même quand il est présent physiquement, il semble qu'il ait été émotionnellement absent. Par exemple, incapable de s'opposer aux colères dévastatrices de Joyce. Ce manque d'attention et d'interaction paternelle empêche Jeffrey de bénéficier d'un modèle masculin sécurisant. Selon encore les études de Kruger et de Yardley en 2017 et en 2009, un enfant sans figure paternelle stable va voir son développement affectif et psychologique sérieusement compromis, surtout s'il est déjà exposé à une mère qui est émotionnellement instable. Il faut savoir que quand un des deux parents souffre de troubles mentaux ou ne répond pas aux besoins affectifs d'un enfant à répétition, ou encore qu'il commet des actes d'abus, de quelque forme que ce soit, contre cet enfant-là, les chances de l'enfant de développer une résilience, de s'en sortir, de pas trop en souffrir, ou même de lui-même développer des troubles mentaux après, sont augmentées, ou elles existent, si au moins il y a un autre adulte. Parfois, c'est un enfant du même âge, mais la plupart du temps, un adulte en position d'autorité, qui va faire office de figure protectrice, qui va agir comme une espèce de tampon pour tempérer la douleur des traumatismes, l'abandon parental, même s'il est figuré, est déjà un traumatisme en soi. Donc, lorsqu'un enfant est dans un foyer familial où une des deux figures parentales est abusive, fait preuve de négligence affective, d'explosion de colère, et qu'en plus, l'autre figure parentale est absente, on est face à un portrait clinique particulièrement néfaste pour le développement affectif et psychosocial de l'enfant. L'abandon définitif de Lionel, qui quitte ensuite le foyer familial alors que Jeffrey est sur la fin de son adolescence, vient possiblement cristalliser ce traumatisme-là, sinon au minimum en cristalliser les schémas sous-jacents que le jeune Dahmer a développés depuis son enfance. Sans l'avoir personnellement évalué, bien sûr, je peux spéculer qu'il aurait développé des schémas comme on le conçoit dans la schémathérapie, tels que le schéma méfiance-abus, carence affective, imperfection-honte et surtout le schéma qui s'appelle abandon. Des schémas qui sont cohérents, si je m'en fie à mon expérience clinique et aux expériences de vie auxquelles on sait que Jeffrey Dahmer a été exposé durant son développement. Les recherches en psychologie développementale vont venir démontrer qu'une absence prolongée du père ou son retrait complet renforce chez l'enfant un sentiment de rejet profond qui va devenir souvent une source d'isolement social et de méfiance accrue. Et que, bien sûr, des schémas de l'abandon, par exemple, ou de la carence affective, vont devenir déterminants dans le développement de la personnalité et fort possiblement dans le développement de troubles de la personnalité, par exemple, personnalité limite, antisociale, narcissique. Hubert, en 2010, nous avait parlé de ça dans son étude. Jeffrey Dahmer, se sentant abandonné par son père, en vient à concevoir une espèce de vision du monde dans laquelle l'affection et la stabilité ne sont jamais garanties. Et ça va venir renforcer, fort possiblement, son besoin maladif de tout contrôler et de posséder l'autre. Pour l'avoir, il doit le posséder à lui tout seul. Parlons maintenant de la négligence parentale des deux côtés. Ainsi, donc, en grandissant, Jeffrey Dahmer vit une négligence affective constante de la part de ses deux parents. Joyce, absorbée par ses propres crises émotionnelles et sa santé mentale souffrante, se montre incapable de procurer à Jeffrey l'affection et le soutien qu'il recherche désespérément et qui, comme tout enfant, a cruellement besoin.
Et Lionel, quant à lui, évite souvent les conflits, prend pas d'initiative ou de responsabilité active pour le bien-être émotionnel de son fils et finit par quitter le foyer définitivement. Cette négligence généralisée, sans figure de réconfort ou d'ancrage affectif, fait de Jeffrey un enfant sans attache. Un enfant qui flotte dans un monde qui semble le renier de toutes parts. Notons aussi qu'il est possible que le père ait fui le foyer la plupart du temps comme en réponse ou en mécanisme de défense pour éviter les conflits et les souffrances au sein de sa relation avec sa femme. Il est possible, fort possible, qu'il ait ressenti des émotions profondes et sincères envers son fils, mais que ses propres blessures et ses mécanismes de défense l'aient empêché de rester dans le foyer et de tisser des liens avec son fils. D'ailleurs, il a tenté de tisser une certaine relation avec lui, de partager des activités ou des intérêts. Mais ça s'est soldé en le partage d'un intérêt commun plutôt étrange qui aurait dû être considéré comme une problématique, comme un signe précurseur, mais qui, considérant l'ensemble du portrait clinique de la famille, ne s'est pas produit. La littérature scientifique, je pense ici à Reed en 2019, à Karima en 2022, met en lumière l'impact d'une négligence affective sur le développement des traits de personnalité antisociale. Les enfants négligés sur le plan émotionnel vont venir construire souvent une vision du monde comme étant un monde froid, menaçant, indifférent, duquel il faut se protéger. Pour Jeffrey, ce manque d'attention a fini par se traduire en une espèce de désensibilisation, une déshumanisation progressive des autres, qui sont devenus alors, progressivement, des objets de contrôle. Parlons de l'isolement social, l'absence d'amis, de relations significatives. Isolé dès son enfance, Jeffrey peine à se lier à ses pairs, n'établit jamais de véritables relations d'amitié significatives. Il est perçu comme différent par les autres enfants, il est souvent marginalisé, ce qui va venir accentuer son sentiment de solitude. Les recherches indiquent que l'absence de contacts sociaux dans l'enfance limite cruellement le développement des compétences relationnelles essentielles et renforce le risque de comportements déviants ensuite dans l'adolescence ou à l'âge adulte. Il y a Yardley qui s'est prononcé sur ça en 2017, par exemple. Pour Dahmer, cet isolement s'installe comme une norme, une espèce d'espace de vide émotionnel dans lequel ces fantasmes de domination prennent de plus en plus forme. De plus, l'isolement social chronique engendre une déconnexion de la réalité humaine, créant une espèce de terreau fertile pour des comportements antisociaux. Les études sur l'isolement dans le développement des tueurs en série montrent que un isolement social précoce agit souvent comme un amplificateur pour le développement des traits de personnalité antisociale, parce que ça va priver l'enfant de l'apprentissage émotionnel et de l'empathie naturelle qu'on développe dans les relations sociales. Et les relations avec les amis, avec les pairs ou avec d'autres personnes auraient pu faire office de facteurs de protection en compensation à ce qui manquait dans son foyer familial, bien que souvent ça ne soit pas suffisant. Mais ce n'est pas arrivé. Parlons maintenant de l'abus sexuel à l'âge de 8 ans, un traumatisme refoulé. Donc, selon le père de Dahmer, à l'âge de 8 ans, le petit Jeffrey aurait été victime d'un abus sexuel de la part d'un voisin adulte. Un événement qu'il va garder pour lui sans jamais révéler ni obtenir d'aide pour y faire face. Cet abus sexuel marque un traumatisme profond, bien sûr, qui va venir se traduire par une honte silencieuse et insidieuse qui va jamais trouver de résolution. Les recherches en psychologie démontrent que les victimes d'abus sexuels durant l'enfance qui n'ont pas été traitées vont souvent développer des difficultés d'attachement, des difficultés de confiance en soi, d'estime de soi et de confiance générale là, envers les autres. En 2010, Hubert a parlé de ça dans son étude. Le silence de Jeffrey face à ce traumatisme-là, le pousse encore davantage vers un isolement social et psychologique, un sentiment de honte
de culpabilité, de peur refoulée en silence. Cet abus non adressé ajoute une dimension d'incompréhension dans son esprit, en renforçant une vision du monde comme étant un lieu hostile et menaçant. Toujours selon l'étude de Karima en 2022 ainsi que celle de Yardley en 2017, les abus subis en silence vont souvent venir alimenter des comportements de repli, de contrôle exacerbés, des traits que Dahmer commence à manifester tout jeune dans ses comportements et ses fantasmes morbides. La perte de contrôle subie dans le cadre des abus sexuels donne également souvent lieu à une grande colère qui s'accumule durant plusieurs années, lorsque c'est pas adressé, bien sûr, et qui peut ainsi, éventuellement, donner lieu à des comportements de rage ou de destruction qui, dépendant des victimes, peuvent être tantôt dirigés contre soi-même, tantôt contre les autres. D'autre part, on observe aussi que si Dahmer est d'orientation homosexuelle et qu'il ne sélectionne que des victimes de sexe masculin également d'orientation homosexuelle, il est possible que cette orientation, que ce fantasme, soit spécifiquement dans le but d'évacuer une colère incommensurable liée à cette perte de contrôle vécue au sein des abus sexuels durant son enfance. Parlons maintenant de la déviance et de la fascination pour la mort. Donc, en grandissant, Jeffrey développe une fascination morbide pour la mort et la décomposition des corps. Dès sa toute jeune enfance, il va venir commencer à faire une collection des restes d'animaux morts et les étudier avec une espèce d'intérêt, de passion grandissante, en cherchant une espèce de forme de contrôle ou une curiosité morbide pour le fonctionnement de la vie et de la mort. Ce comportement déviant, qui aurait pu être un comportement simplement exploratoire, mais qui a été investi avec tellement d'obsession, peut être maintenant interprété comme une tentative inconsciente de Dahmer de commencer à se réapproprier un certain pouvoir qu'il n'a jamais eu à aucun moment ou dans aucune sphère de sa vie. La fascination pour la mort est souvent le reflet d'un conflit intérieur profond chez des individus qui ont été fortement négligés affectivement ou abusés émotionnellement. En psychologie clinique, l'attrait pour la violence et la mort est fréquemment lié à une espèce de tentative de désensibilisation ou de transfert des peurs existentielles vers des objets de substitution. En manipulant et en observant des cadavres d'animaux, Dahmer exprime ainsi son désir de contrôler l'inévitable, d'exercer un pouvoir total, même s'il est uniquement symbolique. Parlons maintenant de l'alcoolisme précoce, un mécanisme de défense face à une souffrance sourde. Adolescent, Jeffrey Dahmer commence à consommer de l'alcool et ce, de manière excessive, bien avant l'âge légal. Cette consommation est pour lui une manière de fuir un environnement familial toxique et une solitude qui le ronge. Et possiblement aussi des souffrances, non seulement titanesques, mais dont personne ne lui a jamais transmis d'outils pour gérer ou même juste en parler. L'alcool vient agir comme une espèce d'anesthésiant émotionnel qui va lui permettre de supporter, au moins temporairement, la douleur de son isolement et de sa dévalorisation. Dans la littérature scientifique, l'alcoolisme chez les adolescents est un signal d'alerte d'une grande souffrance psychologique. Et chez Dahmer, il révèle une tentative désespérée de trouver du réconfort dans un monde perçu comme fortement hostile. Cet alcoolisme précoce, non pris en charge, contribue à accroître encore plus ces tendances de repli et de déviance. La dépendance à l'alcool, surtout chez les jeunes, est souvent associée à une intensification des troubles de la personnalité et à une perte de contrôle émotionnel accrue. Des éléments qui se manifestent progressivement dans la vie de Dahmer. Il faut se rappeler que d'un point de vue de projection identitaire, Dahmer avait deux parents à observer.
Une mère qui explose de colère et de rage et qui gère très très mal ses émotions, ça engendre beaucoup de souffrance et de dysfonctionnement relationnel, ainsi qu'un père qui, lui, fuit toutes les situations délicates sans jamais adresser les vraies choses, sans mettre de limites, sans exprimer ses émotions ou ses besoins, mais qui semble se sauver des conséquences par opposition à sa mère, du moins du point de vue d'un enfant ou d'un adolescent. Ainsi, bien loin d'être conscient de ce mécanisme-là, le jeune Jeffrey a probablement identifié rapidement qu'il était beaucoup plus avantageux de fuir ses souffrances, les écraser, les faire taire, que de les laisser exploser, et beaucoup moins dangereux d'ailleurs aussi. C'est donc cette avenue qu'il a choisie en suivant les traces de son père sur la route de l'évitement, ici qui se traduit par une consommation excessive d'alcool. Parlons de la déconnexion émotionnelle et de la déshumanisation des autres êtres humains. Au fil des années, Dahmer se coupe de plus en plus émotionnellement du monde et des autres. Cette déconnexion, renforcée par des années de négligence, d'isolement, de rejet, transforme les autres humains en simples objets de ses fantasmes de domination. Dans la psychologie du développement social, on vient démontrer que la déshumanisation, ça peut être une conséquence importante de l'isolement affectif et du manque d'interaction sociale significative parce que l'individu n'a jamais développé de base empathique envers les autres. La Brode en parle beaucoup dans son étude en 2007. On a également parlé dans d'autres épisodes du Psychocrime Podcast de certains syndromes génétiques ou de différences neurostructurelles qui pouvaient prédisposer à cette difficulté-là à développer des connexions et de l'empathie envers les êtres humains. Chez Dahmer, cette déshumanisation atteint son paroxysme dans ses crimes, où chaque victime devient littéralement un objet de possession totale qui vient symboliser son besoin absolu de contrôle. Il y a des recherches sur les tueurs en série qui démontrent que les comportements de déshumanisation découlent souvent d'un grand vide émotionnel intérieur. Un vide qui va venir pousser ces individus-là à percevoir les autres non pas comme des êtres égaux à part entière, mais plutôt comme de simples objets, comme des moyens d'assouvir des pulsions inavouées. Dahmer, qui a été privé de relations affectives sincères, n'a jamais appris à considérer les autres comme des individus indépendants de ses propres besoins et désirs. Parlons maintenant du cannibalisme. Avant de passer au segment neurosciences, je veux dire un petit mot sur le cannibalisme de Jeffrey Dahmer. Dans son cas, son recours au cannibalisme pourrait être perçu comme une manifestation de plus, cette fois-ci extrême, de son désir, de son besoin de contrôle total sur ses victimes, un acte qui vise à les posséder au-delà de la mort. Cette pratique peut également refléter une profonde incapacité à établir des liens affectifs authentiques, le poussant à intégrer, à ingérer littéralement l'autre pour combler un grand sentiment d'isolement et de vide intérieur. Ainsi, le cannibalisme chez Dahmer peut être interprété comme une espèce de tentative désespérée de fusion avec l'autre, visant à surmonter une aliénation profonde et un manque cruel d'attachement sécurisant. J'interromps le podcast pour te dire que si tu as été victime de quelconque forme de violence qui soit, et ça, même si ça fait très longtemps, tu as droit à des services, tu as droit à des indemnités. Au Québec, des organismes comme la CAVAC et l'IVAC sont là pour t'aider gratuitement avec toutes sortes de soins, de services et d'indemnités. J'ai créé d'ailleurs un programme complet de thérapie en ligne pour les victimes d'actes criminels entièrement payés par IVAC. Savais-tu que tu n'as même pas besoin de dénoncer ton ou tes agresseurs pour en bénéficier? Viens m'en parler, je peux t'aider. Va consulter mon site web au www.psytusavais.com ou ma page Facebook professionnelle Dr Véro Ménard, psychologue. Clique ensuite sur le bouton « Envoyer un message ». Tu as le droit et tu mérites de recevoir de l'aide. Segment
Profil diagnostique. Jeffrey Dahmer est un cas complexe qui présente une constellation de traits et de troubles diagnostiques ayant contribué à ses comportements déviants et criminels. Certains de ces diagnostics ont été posés officiellement alors que d'autres ne sont que des hypothèses cliniques basées quand même sur des analyses des comportements et des symptômes observés au fil des interactions de Dahmer. Troubles de personnalité limite, schizotypique et autres diagnostics cliniques. Officiellement, Jeffrey Dahmer a été diagnostiqué de 3 syndromes. Les traits de personnalité borderline, les traits de personnalité schizotypique et des signes de troubles psychotiques. Donc, pas un trouble psychotique à proprement parler, mais des traits psychotiques. J'en ai déjà parlé précédemment, mais le trouble de personnalité borderline se caractérise par une instabilité émotionnelle, des relations interpersonnelles particulièrement intenses ou chaotiques, et souvent une peur terrible de l'abandon et un grand sentiment de vide intérieur. Ce diagnostic éclaire en partie l'incapacité de Dahmer à créer des liens émotionnels stables, des relations saines, et la manière dont il oscillait rapidement entre des comportements de contrôle et des réactions de blessure, de rejet, de violence envers ses victimes, comme s'il tentait justement de combler un grand vide à l'intérieur. Sa tendance à la dissociation, qu'on observe fréquemment dans le TPL, pourrait également expliquer son besoin de dominer les corps de ses victimes, un peu pour garder un sentiment de contrôle même post-mortem. Les traits schizotypiques de Dahmer peuvent également jouer un rôle important dans son isolement social et dans son retrait émotionnel. Ce trouble, ou en tout cas les traits de personnalité de ce trouble, incluent souvent des comportements excentriques, bizarres, des pensées magiques, une espèce de malaise intense au sein des relations humaines. Ces caractéristiques se traduisent souvent par une difficulté à comprendre et à interpréter des codes sociaux, ce qui pourrait expliquer au moins en partie son incapacité à établir des relations avec les autres sans avoir besoin de comportements violents ou déviants. Enfin, il y a eu aussi des signes de troubles psychotiques signalés dans certains rapports qui semblent avoir contribué à une perception déformée de la réalité chez Dahmer, en créant une espèce de désorganisation dans ses pensées et en renforçant une déconnexion émotionnelle. Les troubles psychotiques, règle générale, vont inclure des hallucinations, des idées de persécution délirantes, une désorganisation de la pensée. Ces traits, bien qu'il ait été fluctuant ou incomplet, chez Dahmer, ajoute quand même une couche de complexité à son profil clinique. Il faut savoir que dans le DSM-5, le manuel que les psychiatres et les psychologues on utilise pour poser un diagnostic en santé mentale, on peut effectivement poser un diagnostic de trouble de personnalité, par exemple le trouble de personnalité limite ou narcissique ou schizotypique, en identifiant une certaine quantité de critères possibles, donc un trouble en particulier. Mais on peut aussi poser un diagnostic de trouble de personnalité avec plusieurs traits d'un autre trouble, ou encore un diagnostic de trouble de personnalité non identifié dans lequel on va venir nommer les différents traits de personnalité. Un être humain et son cerveau, c'est particulièrement complexe, surtout quand il a vécu des traumatismes et possiblement des problèmes au niveau neurostructurel ou neurodéveloppemental. Ça rend le portrait particulièrement compliqué et c'est difficile parfois de rentrer dans une seule étiquette diagnostique claire. Tous les critères d'un trouble en particulier sont pas nécessairement là, mais on peut voir une espèce de profil unique dans lequel il y a des critères de différentes sphères. Dans le cas de Jeffrey Dahmer, il semble qu'on ait été devant quelque chose qui serait plus de l'ordre du trouble de personnalité non identifié, avec plusieurs traits de type borderline, de type schizotypique et possiblement narcissique. Certains professionnels qui l'ont évalué se sont prononcés en disant que malgré l'horreur de ces crimes, qu'il ait commis autant de meurtres sur des jeunes hommes, ça ne faisait pas automatiquement de lui un psychopathe. Par exemple, parce que ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'avait pas d'émotion, qu'il ne ressentait pas d'émotion
en commettant ces crimes. Peut-être même au contraire, et qu'il en ressentait des grandes crises émotionnelles. On ne saura pas, d'aucune manière on a de vérifier ça, mais ces professionnels-là ont plutôt affirmé que plutôt qu'être un psychopathe à proprement parler, on serait plutôt face à quelqu'un qui a des traits de personnalité limite, narcissique, schizotypique, doublés de traumatisme et possiblement aussi au niveau des neurosciences de certaines différences dans son cerveau. Parlons du trouble de personnalité antisociale et du trouble de personnalité narcissique. Le diagnostic du trouble de la personnalité antisociale est aussi quand même souvent soulevé quand on parle du cas de Jeffrey Dahmer. Le DSM-5 va venir décrire ce trouble-là comme un schéma de mépris pour les droits des autres, associé à des comportements manipulateurs et dénués d'empathie. Dahmer a manifesté certaines de ces caractéristiques-là dès son enfance ou son adolescence, notamment en ayant des actes de cruauté. L'absence de remords et la froideur émotionnelle qu'il démontrait, même après ses crimes, soulignent qu'il y avait probablement la présence de traits antisociaux qui souvent vont venir faire écho à une déconnexion profonde avec les normes morales, les lois, les règles sociales. En parallèle, certains de ces comportements peuvent être interprétés comme des signes de narcissisme, plus subtils, mais quand même présents. On pense entre autres à son besoin d'avoir un contrôle total sur ses victimes. Il voyait ses victimes comme une espèce d'extension de lui-même, cherchant à les posséder totalement, même après leur mort. Cette perception de lui-même comme étant au-dessus des droits humains, des lois morales et sociales, peut être liée à des traits narcissiques. Parlons de psychopathie. On sait, j'en ai parlé dans d'autres épisodes, que la psychopathie n'est pas un diagnostic formel selon le DSM-5, mais elle reste quand même un syndrome connu et étudié. Elle est souvent mesurée par le test qu'on appelle la Psychopathy Checklist Revised, la PCLR de Robert Hare. C'est un syndrome qui va venir inclure des critères comme l'absence de remords, superficiel, en manipuler, imiter des émotions, pas se soucier de la souffrance des autres. Et quand même, Dahmer montrait plusieurs de ces traits-là. Par exemple, sa capacité à attirer les victimes en offrant de la compagnie, de l'alcool, de l'argent, à les piéger. Ça démontre des comportements de manipulation et de contrôle émotionnel aussi. Contrairement à certains psychopathes, je pense que c'est important de souligner ça, Jeffrey Dahmer cherchait pas ou semblait pas tirer du plaisir de voir l'autre souffrir. Il semblait pas avoir le désir d'infliger des souffrances. Au contraire, il semblait plutôt vouloir minimiser cette souffrance-là. Les recherches démontrent que malgré ces actes horribles, il tentait souvent de droguer ses victimes rapidement et cherchait plutôt à abréger leur vie pour éviter le combat ou la souffrance. Sa motivation principale semblait moins être la domination que la possession du corps pour satisfaire ses besoins de contrôle post-mortem, illustrant quand même une différence importante dans son expression de la psychopathie s'il était un psychopathe. Parlons maintenant des paraphilies, donc de nécrophilie et de sadisme sexuel. Les crimes de Dahmer comportent quand même des comportements paraphiliques. On a pensé, entre autres, à la nécrophilie, bien sûr, mais aussi au sadisme sexuel. On sait que la nécrophilie se définit comme une excitation sexuelle qui est liée au cadavre. Et ça semblait être un des éléments centraux dans son profil. Dahmer cherchait souvent à posséder complètement ses victimes et surtout après leur mort. Cette paraphilie s'inscrit dans une recherche de contrôle total et de satisfaction narcissique, où Dahmer se positionnait comme un maître absolu, comme un dieu de ses victimes, prolongeant la domination qu'il atteignait en les capturant au-delà de la mort elle-même. Toutefois, bien que ces actes aient pu sembler d'un certain sadisme sexuel, Dahmer n'est pas diagnostiqué d'une paraphilie sadique. Il ne semblait pas chercher à causer de la douleur physique pour avoir un plaisir de voir l'autre souffrir. En fait, Dahmer manifestait peu de signes de plaisir direct face à la souffrance de ses victimes et, comme je viens d'en parler, il cherchait plutôt à minimiser la douleur
Et ça le distingue quand même des profils sadiques classiques. Très schizoïde et comportement autistique, Dahmer manifestait également une grande difficulté à établir des connexions sociales, une grande tendance à l'isolement, qui sont des traits qu'on peut associer soit à la personnalité schizoïde ou encore à l'autisme. Les troubles schizoïdes se caractérisent par un grand retrait social et une difficulté à interpréter les relations humaines. L'isolement de Dahmer, sa préférence pour la solitude, son inconfort dans les relations sociales soutenues sont des éléments qui peuvent correspondre justement à ces traits schizoïdes. De plus, certains comportements répétitifs, sa focalisation intense sur des routines spécifiques, ses intérêts restreints pour, par exemple, la dissécation de corps, ressemblent à des traits autistiques. Particulièrement quand on pense au comportement obsessionnel qu'il a eu pour compenser l'absence de liens sociaux significatifs. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais en tant que psychologue, une autre de mes spécialisations, c'est justement l'autisme. Et on se demande s'il y a des comportements de retrait social dans les traits schizoïdes ou schizotypiques, ainsi que dans l'autisme. Comment on fait pour distinguer l'un l'autre? Et c'est pour ça qu'on fait un processus de diagnostic élaboré dans lequel on fait un diagnostic différentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'autisme, on va avoir, comme je viens d'en parler, des intérêts restreints, donc être très absorbé ou obsédé par un sujet en particulier, faire juste ça, vouloir juste parler de ça. Ce qui semble quand même assez cohérent avec son obsession pour les corps et la mort. De même qu'on va observer des routines répétitives, toujours la même chose. Et on peut observer, par exemple, des tics ou des hyper- ou des hyposensibilités sensorielles. Mais là, dans le cas de Jeffrey Dahmer, on n'a pas pu l'observer en milieu naturel pour voir s'il y avait effectivement la présence de... Donc, on ne pourra pas se prononcer sur l'autisme chez Dahmer. Et au moment où il a été évalué par d'autres professionnels, l'autisme chez les adultes, l'autisme tout court, était peu connu, peu recherché. Donc, c'est très difficile de se prononcer sur ça. Ce qui est possible, c'est que ça soit un enfant qui soit venu au monde, autiste, et qui a vécu en plus tous ces traumatismes-là, et que ça ait contribué à son profil. Mais dans tous les cas, de toute manière, cet autisme-là n'aurait participé en rien au fait de devenir un tueur en série, si ce n'est que peut-être diminuer ses chances de recourir à de l'aide ou de parler à cause des déficits au niveau social et de la communication. Parlons maintenant de l'alcoolisme. L'alcoolisme chez Dahmer, qui a débuté dès l'adolescence, la jeune adolescence, a joué un rôle clé dans la désinhibition de ses impulsions. Donc, ça a vraiment contribué à ce qu'il y ait moins de contrôle sur ses actes. Utilisé comme un mécanisme de défense pour apaiser son anxiété, sa solitude, ses souffrances psychiques, l'alcool a également permis à Dahmer de désinhiber ses pulsions violentes qui a fait en sorte que ce soit plus facile de faire un passage à l'acte qui puisse être plus fréquent et plus brutal. On n'a pas pu le diagnostiquer de ce trouble-là non plus, mais il semble que ça a été présent chez lui depuis plusieurs années. C'est clair que les diagnostics de Dahmer reflètent une combinaison complexe de troubles de la personnalité, de comportements paraphiliques, de dépendance à l'alcool et possiblement même des troubles neurodéveloppementaux. Tous ces éléments se croisent pour dessiner un portrait de vulnérabilité émotionnelle, de détachement affectif extrême, où la violence et la déviance deviennent les seules réponses possibles à son monde intérieur, lui-même marqué par un grand vide et un désespoir. Segment neurosciences. Pour le segment neurosciences, bien sûr, j'aurais eu la possibilité, même le désir, de reparler à nouveau, par exemple du syndrome chromosomique XYY, parce que ça pourrait très bien s'appliquer à Jeffrey Dahmer. Tout comme j'aurais pu également parler du syndrome génétique de polymorphisme 5-HTTL-PR. Mais comme j'en ai déjà parlé pour le cas de Ted Bundy, et j'en ai reparlé pour le cas d'Ed Kemper, j'ai préféré sauter cette partie-là. Si le sujet t'intéresse, le syndrome XYY ou le 5-HTTL-PR, j'ai mis des articles scientifiques sur le site web du podcast au www.psychocrimepodcast.com, mais également, quand j'aurai un Patreon très bientôt, je prévois mettre certains segments
qui sont à propos des nouvelles découvertes en neurosciences. Donc, bien sûr, si j'ai des découvertes qui émergent sur le syndrome XYY ou 5-HTT-LPR, je les mettrai dans mon Patreon. Évidemment, je ne veux pas être redondante à chaque épisode, donc je vais plutôt parler aujourd'hui de qu'est-ce qui a pu concerner spécifiquement le cas de Jeffrey Dahmer. Donc, on va parler de génétique, encore une fois, et on va parler de l'environnement intra-utérin, donc dans la grossesse de la mère, et on va parler aussi des traumatismes après sa naissance. Avant la naissance, génétique, médication et environnement intra-utérin. Les découvertes en neurosciences révèlent qu'il y a des impacts profonds du contexte intra-utérin sur le développement cérébral du fœtus. Pour Dahmer, l'environnement prénatal a été particulièrement chargé, particulièrement complexe. D'abord, il y avait beaucoup de conflits familiaux, d'une grande intensité, d'un grand stress durant la grossesse, mais il y avait aussi une grande prise de médicaments de la part de la mère. Ça a d'ailleurs été un sujet de dispute entre les deux parents. Il a fallu que je fasse un choix. J'aurais pu écrire une thèse de 400 pages sur le sujet. Plusieurs études se sont penchées sur les substances tératogènes, donc les médicaments qui peuvent être poisons, et les effets que ça a sur le développement du fœtus. Certaines études démontrent que les médicaments psychotropes et les antiépileptiques qui sont pris durant le premier trimestre de la grossesse, on pense aux antidépresseurs par exemple, peuvent affecter le développement des circuits cérébraux chez le fœtus, en augmentant le risque de troubles de régulation émotionnelle et de problèmes cognitifs à long terme. Une thèse qui a été écrite juste sur le sujet, la thèse de Thorpe en 2013, illustre par exemple comment certaines molécules peuvent interférer avec la croissance des neurones dans le cortex préfrontal, qui est essentiel pour le contrôle des impulsions et la régulation de l'anxiété. Dans le cas de la mère de Dahmer, l'environnement de crise et la prise de médicaments suggèrent un stress biochimique extrême sur le fœtus. Et ça a créé, fort possiblement, des vulnérabilités neurologiques précoces. Les recherches de Date, en 2019, indiquent aussi que les tensions prénatales modifient littéralement l'axe de régulation du stress chez l'enfant. Et ça va venir augmenter sa sensibilité émotionnelle et réduire ses capacités de résilience par rapport au stress. Selon certaines sources, le père aurait avoué avoir également lui aussi des idées de commettre des meurtres durant sa propre enfance. Et ça pourrait nous indiquer qu'il a lui-même, par exemple, certains gènes, certaines anomalies structurelles du cerveau qui prédisposent à la psychopathie. Et peut-être que, par exemple, dans le cas du père, il n'y a pas eu nécessairement les traumas ou les expériences, ou encore qu'il y a eu des facteurs de résilience ou de protection qui ont fait en sorte que le père lui-même ne devienne pas un psychopathe, un meurtrier en série. Mais il pourrait tout de même avoir transmis, par exemple, une vulnérabilité génétique à son fils, qui lui a ensuite été en contact avec des expériences traumatiques, ce qui est devenu finalement un cocktail plutôt complexe. Surtout quand on rajoute à ça le fait d'avoir eu un environnement tératogène, donc un environnement hautement poison, hautement toxique pour le développement du cerveau et du corps durant la grossesse de la mère. Après la naissance, impact des traumatismes et négligence émotionnelle. La plasticité cérébrale de l'enfance signifie que les expériences précoces vont venir modeler profondément les structures du cerveau. Les abus et la négligence affective, qui est considérée comme un des pires traumatismes à l'enfance, tels que ceux qu'aurait subi Dahmer, affectent des régions comme l'amygdale et le cortex préfrontal, qui sont responsables de la gestion des émotions et des impulsions. Le stress chronique submerge les capacités d'adaptation du cerveau et les études montrent une réactivité accrue de l'amygdale et un cortex préfrontal moins développé dans ce genre de contexte-là. Ce profil, souvent observé chez les individus qui ont souffert de traumatismes complexes, correspond au profil comportemental des tueurs en série
réaction émotionnelle extrême et faible contrôle des impulsions. En grandissant dans un environnement où la violence et la dévalorisation prédominent, Dahmer a vraisemblablement développé des mécanismes de défense mal adaptés, notamment une grande déconnexion émotionnelle et une tendance à l'isolement social. L'accumulation de ces facteurs aurait favorisé aussi une trajectoire antisociale exacerbée par l'absence de soutien affectif positif. Encore une fois, on voit comment le cocktail neurologique, chimique, physiologique, génétique et expérimental d'une personne, d'un être humain, est extrêmement complexe. Et face au cas de Jeffrey Dahmer, on est probablement devant une combinaison complexe de plusieurs dizaines de facteurs uniques qui ont fait en sorte qu'on se retrouve aujourd'hui face aux résultats qu'on connaît. Segment modus et bouche cousue. Le modus operandi de Jeffrey Dahmer, marqué par des étapes précises et des rituels, dévoile non seulement sa méthode, mais aussi la structure psychologique complexe qui sous-tendait ses crimes. Son processus, qui semble soigneusement orchestré, va bien au-delà d'une simple volonté de tuer, révélant des besoins profonds de contrôle, de connexion et de possession. Étape numéro 1, préparation et isolement des victimes. Dahmer ciblait délibérément des jeunes hommes, souvent en situation précaire, qu'il approchait dans des lieux publics comme les bars, par exemple. Il les attirait en leur proposant de l'argent pour des photographies, une méthode qui capitalisait sur leur vulnérabilité financière. Symboliquement, la photographie peut être perçue comme un premier geste de possession. L'idée de capturer l'image d'une personne dans un instant figé qui nous laisse préfigurer son besoin obsessionnel de les garder pour toujours. Une pulsion qui allait bien au-delà de l'objectif de la caméra, bien sûr. Étape numéro 2, intimité forcée et drogue. Une fois ces victimes isolées, Dahmer essayait de créer un moment d'intimité avec elles, souvent en leur offrant de l'alcool. Il les plongeait dans un état semi-comateux en les droguant. Il se donnait ainsi, probablement, une espèce d'impression d'être en relation avec l'autre, de pouvoir partager un moment privilégié, une intimité avec eux. Ne connaissant aucune autre méthode d'être en relation, sauf dans les combats, les conflits constants, il avouera plus tard préférer la présence d'une personne totalement abandonnée à son sort, avec un corps inerte. On peut voir ici le besoin de Dahmer d'objectiver ses victimes dès les premiers instants de captivité, tout en satisfaisant son propre besoin de pouvoir et de contrôle. Étape numéro 3, passage à l'acte, domination et meurtre. Une fois ses victimes sous l'emprise des drogues, Dahmer commence à abuser sexuellement d'elles. Dans certains cas, dans d'autres cas, il ne l'a pas fait. Mais clairement, ça renforce sa domination par la soumission totale de l'autre. Les meurtres eux-mêmes étaient souvent exécutés le plus rapidement possible, généralement par strangulation. Contrairement à d'autres tueurs en série, Dahmer ne semblait pas motivé par l'envie de voir l'autre souffrir de manière prolongée. Ce détail est significatif. Il cherchait la possession ultime, mais pas une torture prolongée. Il voulait un corps soumis et obéissant sur lequel il pouvait projeter ses propres besoins émotionnels. Le fait de tuer par strangulation comporte quand même une forte connotation de prise de possession. Dans les études scientifiques sur le sujet, on dénote que la strangulation est souvent associée à un besoin intense de contrôle physique
et psychologique parce qu'elle permet au meurtrier de maintenir un contact direct et prolongé avec sa victime. Ce mode opératoire implique une proximité physique qui accentue le sentiment de domination, permettant à l'agresseur de ressentir en temps réel la vie s'échapper de la personne qui est sous son emprise. Les chercheurs dénotent que cet acte crée une connexion intime mais violente, symbolisant souvent, pour le tueur, une maîtrise totale sur l'existence de l'autre, jusqu'à en disposer entièrement. Étape numéro 4. Acte post-mortem, mutilation, cannibalisme, conservation. Après la mort de ses victimes, Dahmer accomplissait des actes post-mortem, souvent rituels, tels que des actes sexuels, de la mutilation et la conservation de certaines parties des corps. Ces pratiques ne relevaient pas seulement de la violence, mais plus d'une tentative de prolonger sa possession. Dahmer pratiquait également le cannibalisme, une espèce de forme d'appropriation totale. Dans une perspective psychanalytique, ça pourrait refléter une volonté intense d'intégrer l'autre en soi, possiblement pour combler un vide intérieur intense. Dahmer manifestait ainsi son désir de transcender la mort elle-même pour maintenir une relation intime avec ceux qu'il tuait. Étape numéro 5, dissociation et déshumanisation. La manière froide et méthodique avec laquelle Dahmer traitait les corps de ses victimes, en particulier pour les actes de cannibalisme, révèle une dissociation émotionnelle marquée. Cette absence apparente de réaction émotive souligne une grande déconnexion psychologique qu'on observe souvent chez les gens, les individus qui ont vécu des grandes expériences traumatiques non résolues. Dahmer semblait ne percevoir ses victimes que comme des objets de satisfaction personnelle, réduisant des corps sans âme à des choses, à des possessions dont il pouvait disposer à sa guise. Étape numéro 6, escalade et saturation. À mesure que ces crimes se multipliaient, Dahmer semblait chercher comme des expériences de plus en plus intenses pour atteindre un nouveau niveau de satisfaction qui devenait de plus en plus difficile à maintenir. Cette escalade suggère un cycle de désensibilisation progressive qui est commun chez plusieurs tueurs en série. Alors que ses premières victimes lui apportaient peut-être une certaine, même une grande satisfaction, le sentiment s'estompe progressivement. Ça va venir le pousser à intensifier la violence et les rituels post-mortem. Les criminologues et les psychologues expliquent cette dynamique-là par un besoin croissant de stimulation pour obtenir le même niveau de soulagement émotionnel. On observe ça dans la plupart des dépendances. Par exemple, quelqu'un qui a une dépendance envers l'alcool va éventuellement avoir de plus en plus besoin d'alcool pour obtenir le même effet. Le modus operandi de Dahmer, avec ses étapes précises et ses rituels morbides, illustre toute la complexité de son esprit et les besoins profonds qui le poussaient. Ses actions étaient moins motivées par la simple cruauté que par le désir de contrôle total et d'intégration de l'autre en lui-même, un mécanisme bien sûr malsain, malade, qui visait à combler un vide intérieur incommensurable. Segment croissance post-traumatique. Le segment sur la croissance post-traumatique qui concerne Jeffrey Dahmer peut offrir une espèce de perspective nuancée pour mieux comprendre comment certains facteurs de risque qui sont non traités, non considérés, non adressés peuvent évoluer vers des comportements extrêmes, mais surtout, sur l'importance d'intervenir de manière précoce en santé mentale. Voici donc quelques points essentiels à retenir. Rôle des troubles de la personnalité et des paraphilies. Dahmer présentait des caractéristiques souvent associées aux troubles de la personnalité. On a parlé antisocial, schizoïde, des paraphilies, comme la nécrophilie. Quand on prend conscience de la présence de ces traits-là durant l'adolescence ou même durant l'enfance, l'absence d'intervention peut vraiment exacerber ces tendances déviantes-là
et que celles-ci prennent de plus en plus de place et deviennent destructrices chez une personne qui souffre de manière sévère. Elle peut mener, comme on l'a vu, à des conséquences désastreuses. Numéro 2, importance de la détection précoce. Les signes précoces chez Dahmer, comme l'isolement social, la consommation d'alcool problématique, une fascination pour la mort, montrent combien les comportements préoccupants peuvent devenir pathologiques quand il n'y a pas de support thérapeutique approprié. En abordant la santé mentale, les souffrances, les émotions dès le plus jeune âge, c'est possible de détecter et de traiter des symptômes qui autrement sont ignorés ou sous-estimés jusqu'à ce qu'ils se manifestent de manière extrême et qu'on soit face à un grand problème. Numéro 3, interaction entre comportement violent et traumatisme. La combinaison d'une enfance marquée par un parent instable psychologiquement, violent verbalement, par l'absence d'attachement sécurisant et des paraphilies de Dahmer est un exemple significatif des effets dévastateurs de la violence et du rejet parental. Les interventions thérapeutiques, comme la thérapie de groupe pour les traumatismes complexes par exemple, auraient pu aider à limiter l'évolution de ces comportements. Facteurs génétiques et environnementaux. La recherche en génétique et en neurosciences, comme celle autour du polymorphisme, 5-HTT-LPR, souligne la vulnérabilité accrue des individus face au traumatisme lorsqu'ils présentent déjà quelques caractéristiques génétiques. Ça met en lumière le besoin d'intégrer une compréhension neurologique, neurochimique, biologique pour que les soins psychologiques permettent d'anticiper notamment les effets négatifs d'un environnement traumatisant, mais surtout pour mieux soutenir les enfants à risque. Leçon en santé publique. Le cas de Dahmer est un rappel de l'importance de la détection et du soutien en santé mentale dans les milieux scolaires, par exemple, dans les milieux familiaux. Les comportements déviants d'un enfant sont la plupart du temps un appel à l'aide non exprimée. Et la prise en charge globale, en incluant les familles, les éducateurs, les enseignants, les professionnels de la santé, peuvent faire une réelle différence pour les individus avec des besoins particuliers ou qui vivent des traumatismes. C'est d'ailleurs une des raisons principales pourquoi je fais ce podcast. Erreurs policières et racisme systémique. Le cas de Jeffrey Dahmer met en évidence des lacunes tragiques dans la réponse des autorités, en partie alimentées par un racisme systémique et des préjugés de classe profondément ancrés. Une voisine de Dahmer, Glenda Cleveland, a contacté la police à des dizaines et des dizaines de reprises en tentant de les alerter sur les comportements vraiment alarmants qui se produisaient à côté de chez elle. Des bruits inquiétants, des odeurs nauséabondes qui provenaient de son appartement. Et à plusieurs reprises, à chaque fois en fait, les policiers n'ont pas pris ces avertissements au sérieux, en minimisant ces inquiétudes, même en l'invalidant ou en la ridiculisant. Cette indifférence a atteint un paroxysme lorsque Cleveland a trouvé un jeune homme qui était Konerak Sintasomphone, 14 ans seulement, qui s'était échappé de peine et de misère de l'appartement de Dahmer et qui était visiblement intoxiqué et blessé. Malgré les supplications incessantes de Cleveland, les policiers ont cru Dahmer sur parole. Ils n'ont même pas vérifié son identité. Quand il a dit qu'il était un jeune adulte et que c'était son copain en état d'ivresse, ils l'ont cru. Puis ça, en raison de leurs préjugés en faveur de Dahmer, un homme blanc d'apparence respectable dans la trentaine versus une femme noire qui se plaignait de son voisin. Peu de temps après, Dahmer a tué ce jeune homme-là. Dans une optique de croissance post-traumatique collective, ce cas souligne vraiment l'importance cruciale de la formation et de la sensibilisation des policiers aux préjugés raciaux et à la discrimination systémique. Les vies de plusieurs victimes auraient pu être épargnées si les autorités avaient juste écouté avec attention les inquiétudes des témoins et remis en question les apparences trompeuses. Ce manque de vigilance dans l'intervention, motivé en partie par des biais raciaux et sociaux, souligne la nécessité d'une réforme structurelle dans les services de police pour éviter que des situations similaires se reproduisent. Apprendre
de cette tragédie implique de renforcer les pratiques d'écoute, de réduire les préjugés raciaux et de garantir une vigilance accrue, particulièrement dans les contextes où les vies humaines sont en danger. Pour conclure cet épisode, j'ai plongé dans l'esprit complexe et torturé de Jeffrey Dahmer en explorant comment son histoire de vie, marquée par des traumatismes, de la négligence affective et des conditions de vie profondément instables, a contribué à façonner son profil de tueur en série. Ce cas nous rappelle toute l'importance de l'intervention précoce en santé mentale, et de la détection et de l'écoute, l'intervention auprès des signes précurseurs chez les jeunes en souffrance. Au-delà de la compréhension scientifique comme société, je veux nous amener à réfléchir aux manières dont nous pouvons mieux protéger et intervenir auprès des personnes à risque. Dahmer, c'est pas juste un nom associé à une violence extrême, mais c'est un exemple de toute la complexité humaine et de ce que nous avons à apprendre sur la prévention, l'empathie et le soutien à long terme pour éviter des trajectoires aussi destructrices. En écoutant son histoire, on prend conscience des enjeux profonds de la santé mentale et de l'impact durable des traumatismes non résolus. Au prochain épisode du Psychocrime Podcast, je vais plonger dans le cas extrêmement complexe de Charles Manson. Jusqu'ici, j'ai parlé de tueur en série. On va parler de Charles Manson, qui n'est pas un tueur en série. On va commencer à aborder des aspects liés à la manipulation, aux sectes et à comment certaines personnes manipulent et obtiennent le pouvoir sur d'autres personnes pour leur faire faire ce qu'elles veulent. Si tu aimes le podcast, s'il te plaît, partage, like, laisse-moi des étoiles sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Ça m'encourage vraiment beaucoup. Ça aide à ce que le podcast monte dans l'algorithme. Mais surtout, ça m'intéresse vraiment. Prends la peine de laisser un commentaire. J'aime ça entendre ton avis et partager avec toi sur le sujet. À bientôt! Le Psychocrime Podcast. Thème musical et mixage sonore par Jean-Michel Soudre. Logo et graphisme par Jessica Boissonneau. Recherche, réalisation, édition et animation par Dr Véro Ménard, psychologue. Un podcast présenté par Psy Tu savais Incorporé.